Il est 15 h sur BFM TV. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez pour l'après-info, nous sommes ensemble jusqu'à 18 h. Bonjour à tous. Bonjour Bastien. Bonjour Fanny, bonjour à toutes et à tous. À la une cet après-midi, le terrible bilan de l'incendie survenu cette nuit à Montmoreau en Charente. La propriétaire d'un gîte qui accueillait des adultes handicapés et 2 vacanciers sont décédés. 2 autres personnes sont toujours recherchées. On retrouvera notre envoyé spécial Théo Bassilana dans un instant. Un jour sombre pour l'Europe. Réaction du Premier ministre François Bayrou après l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis qui prévoit de taxer à 15% la plupart des biens échangés. Les voix s'élèvent dans la classe politique pour dénoncer un deal commercial inégal. Le ministre des Affaires étrangères attendu à la tribune de l'ONU ce lundi, alors que la situation est toujours dramatique dans la bande de Gaza sur le plan humanitaire. Jean-Noël Barrot défendra la mise en œuvre de la solution à 2 États. Prise de parole à suivre sur BFM TV. Et puis, du nouveau dans les pharmacies. Le gouvernement va augmenter la participation financière des assurés sur les médicaments et régler directement auprès du pharmacien. Objectif, réduire les dépenses de santé. On vous expliquera tout ça dans ce journal. 3 morts et 2 disparus. Le bilan toujours provisoire et lourd après l'incendie qui s'est déclaré ce matin dans un gîte à Montmoreau. C'est en Charente. Il accueillait un groupe d'adultes en situation de handicap. On vous retrouve Théo Bassilana pour BFM TV. Vous êtes sur place. Tout était pourtant bien aux normes. C'est ce qu'affirme le vice-procureur de la République. Exactement, c'est une question que l'on peut se poser. Est-ce que toutes les normes de sécurité étaient respectées à l'intérieur de ce gîte ? Oui, nous répond le sous-préfet. Il indique également qu'il y a même eu un contrôle qui a été réalisé à l'intérieur de cet établissement il y a près de 2 ans. À cette époque, plusieurs détecteurs de fumée étaient présents et fonctionnels, ainsi que des extincteurs. Alors, quelle pourrait être l'origine de cet incendie ? L'hypothèse la plus probable reste celle d'un accident, vu l'heure à laquelle s'est déclaré cet incendie. Et selon nos informations, il pourrait s'agir d'un problème électrique. Le vice-procureur indique que plusieurs auditions vont d'ailleurs être réalisées très prochainement, justement pour faire avancer l'enquête. Je vous propose de l'écouter. C'est pareil pour les auditions de témoins, il nous tarde de comprendre clairement ce qui s'est passé. Pour autant, certains sont choqués, certains sont hospitalisés. Donc la priorité, c'est la prise en charge des victimes, les constatations et puis construire une enquête digne de ce nom pour vraiment savoir ce qui s'est passé, ce qui est à l'origine de ce drame. On le rappelle, ce lourd bilan, 3 personnes sont décédées, 4 sont blessées, dont une en urgence absolue. Et puis 2 personnes sont toujours activement recherchées. La grande difficulté des gendarmes, et vous l'imaginez bien, c'est que cet incendie a fragilisé fortement la structure de l'établissement, une structure qui pourrait donc s'effondrer. Et c'est pour cette raison qu'une équipe cynophile a été déployée. Ce sont d'ailleurs grâce à ces chiens que plusieurs corps ont pu être localisés. On le rappelle, à l'intérieur de ce gîte, cette nuit, il y avait 8 personnes en situation de handicap, 4 éducateurs, ainsi que les 2 propriétaires de l'établissement. Théo Bassilana avec Corentin Guistaud sur place et la ministre chargée des personnes handicapées en France, Charlotte Parmentier-Lecocq, est attendue sur place aux alentours de 16 h. On suivra évidemment sa prise de parole sur BFM TV. Bonjour, lieutenant-colonel Franck Maillard. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, spécialiste en prévention des bâtiments recevant du public. Le bilan terrible est toujours provisoire. Qu'est-ce que ce qui s'est passé ce matin vous inspire ? Alors, bilan terrible, et j'ai une petite pensée au nom de la Fédération nationale des pompiers de France pour les proches, pour les familles, et puis une pensée aussi à mes collègues qui ont dû affronter des circonstances très difficiles sur ce sinistre de ce matin. Alors, une situation délicate, on est sur un établissement dans lequel on reçoit des personnes pour une nuitée ou plusieurs nuitées, et visiblement le feu se développe en pleine nuit. C'est toujours 4 h, 5 h du matin. Les gens sont endormis profondément, et si en l'absence de détecteurs de fumée ou tout autre dispositif pour les prévenir, eh ben c'est clair que les gaz toxiques qui sont émis lors d'un incendie ont eu raison d'eux, et malheureusement ce drame qui porte à 3 morts et 2 disparus est quand même invraisemblable et encore aujourd'hui un peu dommageable. On devrait pouvoir ne plus en arriver là. Justement, vous évoquiez la catégorie de ce bâtiment, un ERP, un établissement qui reçoit donc du public. Quelles sont les normes pour ce genre d'établissement, sachant que là, en l'occurrence, il accueillait un public de personnes adultes atteintes de handicap et qu'il avait été vérifié il y a 2 ans que tout allait bien au niveau des règles ?
Alors, je ne suis pas persuadé que l'établissement ait été visité dans le cadre de la commission de sécurité. Au regard des propos tenus là depuis ce matin, il y a différentes commissions qui interviennent dans ce type d'établissement, notamment par rapport aux vacances adaptées organisées sur certains types d'établissements, à l'instar de ce qu'il y avait eu à Witzenheim en 2023. Je ne pense pas qu'il ait été classé en ERP. En tout cas, c'est une commission de sécurité, effectivement, qui doit le classer au regard d'un effectif. Souvent, c'est le seuil de 15 qui est mis en avant. Donc, à partir de 16, l'établissement devient établissement recevant du public. En dessous, il est soumis à quelques règles élémentaires des bâtiments d'habitation, dont notamment l'obligation d'avoir des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée. Qu'est-ce qu'elle vérifie effectivement, cette commission, au-delà de ces détecteurs de fumée? Est-ce qu'il y a d'autres points précis qui sont vérifiés? Évidemment, la commission, lorsque l'établissement est classé en ERP, vérifie les installations électriques, les installations de chauffage, surtout, ce qui est le plus important, les détecteurs automatiques d'incendie, les détecteurs de fumée, mais cette fois-ci automatiques et non pas autonomes. Et dans ce cadre-là, ces différentes vérifications se soldent par un avis favorable ou défavorable de la commission de sécurité et charge au maire, après, de veiller à la poursuite ou non de l'activité de l'établissement au regard de l'avis technique qui est rendu par la commission de sécurité. Est-ce que vous, les pompiers, vous intervenez, vous donnez votre avis justement dans ce genre de commission? Alors évidemment, je suis partie d'une commission de sécurité et c'est mon quotidien depuis le drame de Witzenheim dans le département dans lequel je travaille. Ce sont des visites qui ont lieu tous les mois pour inciter les exploitants à se mettre en règle, parce que la plupart de mauvaise foi ou de bonne foi ne savent pas qu'il y a des règles à respecter et on est en train de passer dans de très nombreux gîtes, alors c'est souvent des meublés de tourisme en France, pour vérifier que ce seuil n'est pas dépassé. Et quand ce seuil est dépassé, on incite les exploitants à déposer un dossier à la mairie de leur commune pour avis des commissions de sécurité et d'accessibilité, parce que c'est aussi un point crucial à prendre en compte. Et au regard de ces avis, le maire peut donner l'autorisation ou non d'ouvrir cet établissement. Merci beaucoup, lieutenant-colonel, pour votre éclairage après donc cet incendie qui a fait au moins 3 morts ce matin à Montmoran. C'est en Charente. On y reviendra évidemment un peu plus tard dans cette après-midi info. Dans l'actualité aussi, un jour sombre pour l'Europe qui se résout à la soumission. Voilà la réaction du Premier ministre François Bayrou au lendemain de l'accord commercial conclu entre l'Union européenne et les États-Unis. Les produits européens qui seront exportés aux États-Unis seront taxés à 15%. Et depuis l'annonce, les réactions se multiplient. Certains redoutent de fortes conséquences pour l'économie européenne. Pierre Desmith. Une poignée de main sous les applaudissements. Les deux parties ont finalement trouvé un accord, à l'issue qui semble favorable pour Donald Trump, dominant dans cet exercice de négociation. Des sourires affichés, mais des réactions plus mitigées, notamment à Matignon, qui regrette une preuve de faiblesse de l'Union européenne. Accord von der Leyen-Trump, c'est un jour sombre que celui où une alliance de peuples libres, rassemblés pour affirmer leurs valeurs et défendre leurs intérêts, se résout à la soumission. Un compromis globalement dénoncé par la classe politique française. La chef de file du Rassemblement national s'en prend à l'accord de principe, qui selon elle s'apparente à une capitulation de la souveraineté française. L'accord commercial conclu par Ursula von der Leyen avec Donald Trump est un fiasco politique, économique et moral. Un accord inégal qui ne profitera qu'à une certaine cible, selon ce politologue spécialiste des États-Unis. Les grandes entreprises vont s'en sortir et les gens qui ont de l'argent aux États-Unis vont s'en sortir, même si on ajoute une petite taxe sur les berlines allemandes ou sur les spiritueux ou sur les grands vins, disons. Bien, on sait que les consommateurs américains qui sont friands de ces biens, bien, ils ont un certain pouvoir d'achat. En plus des 15% de taxes douanières, l'Union européenne s'est engagée à acheter 750 milliards de dollars d'énergie américaine et à investir 600 milliards de dollars supplémentaires sur le sol américain. Bonjour Anthony Lebos, Bonjour. Journaliste politique BFM TV. On sent que la France durcit le ton et montre qu'elle n'est pas vraiment d'accord avec cet accord. Justement. Oui, la France pas satisfaite du tout. Elle plaidait d'ailleurs pour un rapport de force plus dur et plus ferme avec les États-Unis. Et c'est clairement une critique en sous-texte des négociations menées par l'Union européenne avec les États-Unis. Écoutez notamment Laurent Saint-Martin, c'était ce matin chez nos confrères de France Inter, le ministre du Commerce extérieur, qui parle d'un accord déséquilibré. Cette guerre tarifaire, ces augmentations de droits de douane, n'a
aucun intérêt pour personne. Ça va réenchérir les produits, ça va pénaliser nos entreprises européennes, ça va créer de l'inflation aux États-Unis et du ralentissement et de la récession pour tout le monde. Et donc, cet effet-là, il sera aussi au détriment des États-Unis. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'avec cet accord, enfin, on sort de l'ornière et on donne de la visibilité à nos entreprises. Est-ce que cet accord est équilibré? Non. Faut être très clair là-dessus, cet accord n'est pas équilibré, et donc il va nous falloir continuer à travailler, notamment sur la partie service. Est-ce que l'Union européenne est une force? Si on veut que la réponse soit oui, alors la messe ne doit pas être dite hier. Et Benjamin Haddad, le ministre de l'Europe, pareil dans le gouvernement, appelle à se battre, je cite, pour continuer de rechercher l'équilibre commercial avec les États-Unis. L'activation, dit-il, de l'instrument anti-coercition européen doit y remédier. Notamment, qu'est-ce que c'est cet instrument anti-coercition? C'est un mécanisme juridique qui a été adopté en 2023 par le Conseil européen, à l'origine pour lutter contre la prédation économique de la Chine. Cette fois, la France plaide pour l'utiliser contre la prédation économique des États-Unis et ça permettrait d'exclure des marchés publics européens les entreprises américaines. C'est un peu l'ultimatum en quelque sorte qui est avancé ici par la France et qui a plusieurs fois été mentionné par Emmanuel Macron ces dernières semaines. Alors, quoi qu'il en soit, cet accord, il fait aussi réagir dans les partis d'opposition. Absolument. Réaction de Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise. Tout a cédé à Trump avec le droit de changer les règles du jeu établi en 75 ans de relations bilatérales. Réaction aussi du Rassemblement national par l'entremise de Jordan Bardella, le président du parti. Ursula von der Leyen a accepté la reddition commerciale de l'Europe au détriment de nos exportateurs, agriculteurs et industriels. Il parle d'une humiliation imposée par la présidente de la Commission européenne. Merci beaucoup Anthony pour ces précisions. On va aller plus loin avec notre invité Joël Boueil. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes vigneron dans le Gers, président des vignerons coopérateurs à la coopération agricole. On sait qu'il y a encore certains un peu de flou dans certains secteurs. Est-ce que vous y voyez clair pour votre avenir? Pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus qu'hier soir, en réalité, effectivement, vous le dites à l'instant fort bien, il y a toujours du flou sur les produits viticoles, sur les spiritueux, les vins, les produits laitiers également, par ailleurs. Et donc, on est toujours en attente de quelque chose de clair et tangible. Et pour nous, il n'en reste pas moins que la seule solution qui puisse s'envisager pour notre secteur, c'est d'avoir des droits de douane à zéro, parce que la situation économique dans laquelle nous nous trouvons est l'enjeu fondamental du marché américain pour nos entreprises viticoles et les caves coopératives en particulier, c'est d'avoir accès à ce marché américain qui est extrêmement important pour notre secteur. Vous imaginez que ce ne sera peut-être pas le cas. Si ce n'est pas le cas, que vous n'obtenez pas un taux à 0% de taxes, quel serait l'impact pour vous? Est-ce que vous avez des inquiétudes précises? De toute façon, alors le premier élément qu'il faut prendre en compte, c'est qu'effectivement, un taux sera le bienvenu le plus tôt possible, parce qu'il n'y a rien de pire que l'incertitude et de ne pas savoir en réalité, parce qu'on ne sait pas sur quel pied danser. Donc à partir du moment où on connaît le taux, on sait comment négocier avec nos clients américains. Mais il n'empêche, on sort d'une période où les taux de douane étaient à moins de 5%. Donc, on n'imagine pas aller au-delà de ça, d'avoir des conditions plus difficiles. On entend de ci, de là des gens qui disent on l'a échappé belle, on aurait pu avoir 30%. Il n'empêche que 15%, c'est quand même 3 fois plus que les taux qu'il y avait à l'origine. Et donc, on ne peut pas être satisfait de ça. Et donc, les taux les plus bas possibles seront les bienvenus pour une filière viticole qui, par ailleurs, vous le savez fort bien, est dans un état catastrophique aujourd'hui. Est-ce que vous avez calculé ce que tout ça pourrait changer pour votre exploitation précisément? Pour mon exploitation, après on va en parler, pas grand-chose. Je suis adhérent à une cave coopérative, mais c'est un surenchérissement. Une bouteille qui valait 10 € jusque-là, elle en vaudra 11,50 € si on partait sur les mêmes bases de taux d'impôt, de taxes à l'entrée aux États-Unis. Et avec les marges qui sont appliquées par les distributeurs américains, eh bien, immédiatement, ça fait des bouteilles qui étaient en dessous de 20 $ aux États-Unis, passeront le cap de 20 $ prix consommateur, et donc on change de strate.
Et quand on change de strate, certains consommateurs tournent le dos parce qu'au-delà de $20, on rentre dans des niveaux de produits supérieurs et ainsi de suite. Et mécaniquement, ce sera moins de ventes. Et qui dit moins de ventes à l'export, dit plus de volume à écouler sur le marché national, où c'est déjà la bagarre. Juste pour qu'on se rende compte, justement, pour terminer, mais pour se rendre compte globalement, ça représente combien les exportations vers les États-Unis sur votre activité globale? Alors, globalement, dans le sud-ouest, on est peu opérateurs sur les États-Unis. Ça n'aura pas un impact direct très fort. Par contre, il y a des régions, la Bourgogne par exemple, qui envoie près de 25% de ses vins vers les États-Unis, les Champagnes et autres. Mais chaque fois que des marchés se fermeront pour certains opérateurs aux États-Unis, ceux-ci se rabattront sur le marché français. Et comme nous, dans le sud-ouest, on est plus présents sur le marché français, on va se retrouver avec des concurrents qui, faute de pouvoir vendre aux États-Unis, vont vouloir à tout prix reprendre des places sur le marché national. Et c'est en ça qu'on aura aussi des conséquences indirectes des méventes des collègues vers les États-Unis. Merci beaucoup Joël Bouaille d'avoir été avec nous pour réagir donc à cet accord conclu entre les États-Unis et l'Union européenne. L'actualité nous emmène aussi dans la bande de Gaza où les premières cargaisons d'aide humanitaire depuis le déblocage des points de passage par Israël sont arrivées hier. Alors que la famine fait rage, la pression internationale se fait de plus en plus forte. Et ce lundi, les Nations Unies se penchent sur la mise en œuvre de cette fameuse solution à deux États entre Israël et la Palestine. Bonjour Antoine Lard, vous êtes notre correspondant à New York. Le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, doit s'exprimer aujourd'hui à la tribune de l'ONU, quelques jours après l'annonce d'Emmanuel Macron de reconnaître un État palestinien. Exactement, Jean-Noël Barrot qui va arriver d'ici une grosse demi-heure à l'ONU. Il sera d'abord accueilli par le secrétaire général Antonio Guterres et puis ensuite il donnera le coup d'envoi de cette conférence consacrée à Gaza. Alors vous l'avez rappelé, la France a décidé de reconnaître officiellement et solennellement l'État de Palestine. Fin septembre, ici même à l'ONU. Et pour donner plus de poids à cette initiative, la diplomatie française active cherche à convaincre d'autres pays de suivre le même chemin. Jean-Noël Barrot, tout à l'heure, à la tribune de l'ONU, va lancer un appel dans ce sens. Il dit vouloir... Alors on a un petit souci de liaison avec Antoine Lard qu'on retrouvera un petit peu plus tard depuis New York. La malnutrition, on vous le disait, à Gaza atteint des niveaux alarmants selon l'OMS et l'aide humanitaire arrive enfin. De premières cargaisons ont été distribuées dans la bande de Gaza après des mois de blocus. Carla Plon. Des dizaines de camions chargés d'aide alimentaire traversent le point de passage de Rafah pour entrer dans le sud de l'enclave palestinienne. Dans ce camion, j'ai des provisions alimentaires, du lait, et nous voulons rejoindre nos frères palestiniens pour leur livrer. Tsahal a annoncé que ces opérations militaires cesseraient dans certaines zones de 7h à 17h heure locale, afin de permettre l'ouverture de couloirs humanitaires. Dans cet entrepôt, des bénévoles préparent les colis destinés à la bande de Gaza. Les cartons contiennent des conserves, des légumineuses, de la farine, des pâtes et de l'huile. Le carton comprend tous les produits alimentaires qui seront envoyés à nos frères à Gaza. Les largages de vivres ont repris en même temps au-dessus de la bande de Gaza, là où vivent plus de 2 millions de Palestiniens qui sont encore affamés. Nous avons vu les avions, mais nous n'avons pas vu ce qu'ils ont largué. S'ils avaient largué quelque chose, ce ne serait que quelques cartons. Comment cela pourrait-il suffire? Combien y a-t-il de familles dans le camp? Ils ont dit que des camions passeraient, mais nous ne les avons pas vus. Hier, Israël affirmait que l'aide acheminée par 120 camions avait été distribuée dans la bande de Gaza. Très loin des 500 à 600 camions nécessaires chaque jour pour subvenir aux besoins de la population, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Les gens ont peur de quitter leur tente et qu'une caisse tombe sur leurs enfants. Beaucoup sont morts à cause des largages aériens sur les tentes. Sur le terrain, il n'y a pas de cessez-le-feu et nous ne pouvons pas retourner chez nous. Au cours des dernières 24 heures, 14 Palestiniens sont morts de faim, selon le ministère de la Santé de Gaza.
On en vient à présent à cette situation en France sur le front des incendies où le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône aujourd'hui sont en vigilance rouge, et c'est le cas depuis hier, au feu de forêt. 5 autres départements sont eux en vigilance orange sur tout le pourtour méditerranéen. Dans les Bouches-du-Rhône, un nouvel incendie s'est déclaré à la mi-journée à Port-de-Boues. On va y revenir un petit peu plus tard. Dans le sud-est de l'Europe également, les pompiers luttent contre les flammes. En Albanie, en Grèce ou en Turquie, des dizaines d'incendies se sont déclarés ces derniers jours. Oui, rien qu'en Grèce, plus d'une cinquantaine de feux se sont déclarés depuis hier. Le Premier ministre parle d'une bataille titanesque. Mathis Menu. Des milliers d'hectares partis en fumée. Depuis le ciel, l'île de Bé semble complètement grise, recouverte de cendres. Ici, l'incendie a ravagé un abattoir et tué une grande partie du bétail. À un moment donné, le vent a tourné et le feu est venu du côté opposé, par derrière, et a tout emporté en un éclair. Il n'a rien laissé. Il a complètement incendié notre abattoir. Cette usine doit valoir 1 million d'euros. Dans les airs, avions et hélicoptères bombardiers d'eau combattent les flammes sans relâche. À travers le pays, les secours sont restés à pied d'œuvre tout le week-end. À peine un sac sous le bras, certains habitants sont forcés d'évacuer. D'autres aident les pompiers dans l'espoir de sauver leur maison. Ce n'est pas grave, ça va s'arrêter. C'est juste que le vent souffle soudainement en rafale et nous ne savons pas comment cela va évoluer. Lutte acharnée aussi au nord de la Turquie. Dans la province de Karabük, un premier incendie résiste aux secours depuis 5 jours. Un autre atteint les portes de Bursa, 4e ville du pays, où plus de 3500 habitants ont dû être évacués. Nous avons 6 avions et 4 hélicoptères dans les airs. 1961 personnes continuent également à lutter contre cet incendie sur le terrain. Attisés par le vent et des températures élevées, les incendies se multiplient partout en Europe de l'Est. L'Albanie, la Bulgarie, tout comme la Grèce ont sollicité l'aide européenne et reçu des moyens supplémentaires pour affronter les flammes. Tout de suite, la chronique éco. Le matelas raffinement d'Epeda a été désigné meilleur choix par UFC Que Choisir. Votre programme avec les matelas et sommiers Epeda. C'est l'une des mesures annoncées par le gouvernement pour réduire les dépenses de santé en 2026 et atteindre l'objectif de 5,5 milliards d'euros d'économies, agir sur les franchises médicales. Magali Chalet, vous allez nous expliquer et nous aider à y voir plus clair. La ministre de la Santé, Catherine Vautrin, a précisé ces mesures. La franchise, c'est quoi exactement ? Eh bien, lorsque vous achetez une boîte de médicaments, c'est l'assurance maladie qui prend en charge le paiement, à l'exception d'une petite partie, une participation qui reste à la charge de l'assuré. Donc c'est ça, la franchise. Et ensuite, la sécurité sociale déduit cette petite part de nos remboursements, soit directement si vous n'avez pas de tiers payant, soit ultérieurement si vous avez utilisé le tiers payant. Alors cette franchise, elle est de 1 euro par boîte de médicaments. Elle a augmenté de 50% l'année dernière et de 2 euros par consultation médicale. Mais il y a un plafond de franchise et c'est ça qui va augmenter. Exactement, un plafond de 50 euros pour ces franchises. Ça veut dire que chaque assuré ne peut pas dépasser plus de 50 euros par an pour la franchise de ces boîtes de médicaments et pas plus de 50 euros de franchise non plus pour les consultations et les examens biologiques. C'est ce plafond que le gouvernement veut augmenter. Il veut le doubler jusqu'à 100 euros. Alors, la ministre précise que c'est pour arrêter l'idée que l'assurance maladie, c'est gratuit, donc j'y ai droit. Je cite, qu'elle veut faire entrer en vigueur ces mesures. Alors, pour éviter les renoncements aux soins, parce que ces mesures, elles concernent surtout les gens qui achètent beaucoup de médicaments, c'est-à-dire les personnes qui souffrent de maladies chroniques ou encore d'affections longue durée. Donc, elle a aussi décidé de fixer un plafond mensuel à 8 euros maximum par mois. Et ce qu'elle a décidé d'exiger également, c'est une obligation de payer ces franchises directement au comptoir de la pharmacie et non plus par un prélèvement ultérieur que l'assuré ne voit pas. Merci beaucoup Magali Chalet. Un autre mot également d'économie. Si vous partez en séjour à l'étranger, soyez prudent cet été parce qu'utiliser son téléphone, vous en êtes peut-être rendu compte, sans précaution, ça peut vite faire grimper la facture. Ça nous est déjà tous arrivé. Alors attention aux pièges en dehors de l'Union européenne. Appels, SMS, Internet. Voici quelques astuces pour éviter les mauvaises surprises avec Anne-Laure Bance et Antoine Corvère. C'est la notification des vacances que tout le monde redoute, celle du hors forfait à l'étranger. Une inattention qui peut vous coûter cher. En Grèce,
Et j'avais ouvert parce que je savais pas, je voulais juste de la connexion pour envoyer des messages sur Internet. Et après j'ai reçu la facture, je vois un grand nombre. En atterrissant, j'ai oublié justement d'enlever les données à l'étranger. Et j'ai continué d'échanger par message, d'aller sur Internet, etc. Et c'est là que j'ai eu la grande surprise d'être notifié du hors forfait au bout de quelques temps, quoi. Pour éviter les factures salées qui pourraient alourdir le budget estival, il suffit simplement de désactiver les données d'itinérance dans les réglages du téléphone. Mais si vous devez absolument rester connecté, les opérateurs téléphoniques vous proposent plusieurs options. Aujourd'hui, grâce au eSIM, vous avez la possibilité, sans changer votre carte SIM, d'avoir justement en fait, une espèce de forfait local pour passer du coup des appels et avoir bénéficié des offres locales sur votre téléphone. L'option la plus économique reste encore de se connecter aux bornes de Wi-Fi public du pays étranger que vous visitez ou d'éteindre tout simplement votre portable pour des vacances déconnectées. Le matelas raffinement d'Epeda a été désigné meilleur choix par UFC Que Choisir. C'était votre programme avec les matelas et sommiers Epeda. 15h24, restez avec nous. Dans notre prochaine édition, nous reviendrons sur cette déclaration de Donald Trump aujourd'hui. Je donne 10 à 12 jours à Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Depuis l'Écosse, le président américain a annoncé envisager en effet de réduire son ultimatum de fin de guerre en Ukraine, initialement fixé à 50 jours. Kiev qui se félicite de son côté de cette preuve de fermeté. On décrypte ces déclarations dans notre prochain journal. À tout de suite. Le réseau AD, expert de la réparation auto multimarque, recrute pour ses garages et carrosseries des mécaniciens, des carrossiers, des peintres, des experts en électronique et des apprentis. Retrouvez aussi toutes nos offres d'emploi sur ad.fr. AD, c'est sûr depuis 40 ans. Se balader des heures durant. Flâner dans les boutiques. Vos jambes lourdes vous gênent? Pensez à Daflon. Daflon 500 mg, efficacité cliniquement démontrée dans les troubles de la circulation veineuse, jambes lourdes, douleurs, impatience. Daflon, passe à l'action. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Alors Alicia, comment fait-on pour perdre du poids? En théorie, c'est très simple. Il faut un déficit calorique pour créer un choc pondéral, à savoir consommer moins de calories qu'on en dépense. Ouais, mais en pratique? En pratique, il faut faire les courses, il faut cuisiner, peser les quantités. Et c'est là que Comme J'aime fait toute la différence. Effectivement, fini la charge mentale, tout est clé en main. Et je peux vous dire que ça fonctionne, ça marche. J'ai perdu 10 kilos et surtout, je ne les ai jamais repris. Alors commandez-les maintenant, les repas sont à partir de 3,92 €. Rendez-vous sur commej'aime.fr, commej'aime.fr. C'est important le .fr. Attends, t'as mis des boulons dedans? Mais t'aimes pas ça? Ah non, mais justement, j'adore ça. C'est vrai? Oui. J'adore. Et sinon, ce cake? Le jour où vous aimerez les boulons, nous baisserons leur prix. En attendant, chez Auchan, nous faisons le choix de baisser le prix des produits que vous aimez vraiment, comme la crème fraîche entière à 80 centimes. Auchan, le choix, le bon. Vous savez pourquoi chez Carglass on vous demande votre numéro d'immatriculation? Eh ben regardez notre stock là. Ça nous permet d'identifier tout de suite votre pare-brise pour l'envoyer dans le centre que vous avez choisi. C'est pour ça que chez Carglass, on peut vous donner un rendez-vous très rapidement. Et en plus, vous n'avez rien à avancer, quel que soit votre assureur. Alors si vous avez une urgence sur votre pare-brise, réservez tout de suite sur carglass.fr. Ou appelez Carglass au 3044, c'est gratuit. N'oubliez pas, carglass.fr ou appelez-nous au 3044. Et en plus en ce moment, Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace. Carglass répare, Carglass remplace. Avec les portes blindées Torchman Metal. Votre sécurité en toute sérénité. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie. Installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. Bonjour, les conditions météo sont bien belles, alors pas partout, mais en tout cas ici en Normandie, regardez la ligne d'horizon complètement bleue, le soleil est bien là, c'est pas vrai partout, je le disais à l'instant, avec des nuages qui circulent, notamment sur le flanc est, des averses de pluie, on a pas mal de nuages également entre France et Espagne vers la barrière pyrénéenne, et puis toujours cette préoccupation concernant le risque d'incendie autour de la Méditerranée. Niveau rouge très élevé aujourd'hui donc pour le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, et puis ce risque restera quand même très concentré et toujours important autour du bassin méditerranéen demain à mardi. Alors pourquoi ?
Déjà parce qu'il ne pleut pas, mais aussi parce que le vent va continuer de souffler. Mistral et tramontane en forme dès le matin, 60-70 km/h. Ce sera vrai aussi dans la journée, on le verra dans un instant, mais on n'oublie pas quand même de commenter ces quelques pluies qui arrivent par la Bretagne et par la Normandie. Elles vont rentrer, s'installer vers une partie des Pays de la Loire et le cœur de la Normandie dans le courant de l'après-midi. Assez lumineux, sinon le temps entre Nouvelle-Aquitaine, Clermont-Ferrand et la plaine d'Alsace. Toujours très beau entre la Corse et le continent, mais donc attention à ces fortes rafales de vent qui auront tendance aussi, de par l'orientation de ces rafales de vent, à pousser les baigneurs vers le large. Méfiance sur le littoral. Les températures, elles seront fraîches. On est d'accord, avec 10 degrés pour le département de la Marne, 14 pour Nantes et Bordeaux, 14 également pour Lyon au réveil. Ça remonte un peu dans le sud dans l'après-midi, avec 30 à 31 degrés pour les valeurs les plus élevées. On aura 23-24 degrés sur le port de La Rochelle, 24 à Rennes, 26 au Mans et jusqu'à 24 degrés également de l'autre côté de la France, vers l'Alsace. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. C'était la météo avec ImaProtect, alarme et télésurveillance. 15h30, bienvenue sur BFM TV. Si vous nous rejoignez dans l'après-info, nous sommes ensemble jusqu'à 18h à la une aujourd'hui. Cette phrase, je donne 10 à 12 jours à Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Depuis l'Écosse, Donald Trump a annoncé donc envisager de réduire cet ultimatum de fin de guerre qu'il avait fixé initialement à 50 jours. Trump qui fait preuve de fermeté en annonçant cette réduction d'ultimatum, c'est ce dont se réjouit Kiev aujourd'hui. 15% de surtaxe au lieu de 30% sur la plupart des exportations européennes vers les États-Unis et des centaines de milliards de dollars d'achats et d'investissements européens. Pour le Premier ministre français François Bayrou, l'accord conclu hier entre Ursula von der Leyen et Donald Trump marque un jour sombre et une soumission. Décryptage des enjeux d'un tel deal pour l'Europe et la France dans un instant. En Charente, un incendie dans un gîte accueillant des adultes en situation de handicap a fait au moins 3 morts et 2 disparus à Montmoreau. Un bilan qui pourrait encore s'alourdir. Le bâtiment avait été inspecté il y a 2 ans. La piste accidentelle est privilégiée. La ministre chargée de l'autonomie et du handicap se rend sur place. Et puis Jean-Noël Barrot au siège de l'ONU à New York, 2 jours de conférence sur la solution à 2 États pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Le ministre des Affaires étrangères français qui commence à préparer les esprits à la reconnaissance d'un État palestinien qu'Emmanuel Macron actera lors d'un plus gros sommet au mois de septembre. Mais tout d'abord, cette déclaration de Donald Trump depuis l'Écosse, où il passe 5 jours de vacances, mais aussi de rencontres diplomatiques. Le président américain, qui, au sujet du conflit entre l'Ukraine et la Russie, a déclaré qu'il réduirait aujourd'hui son délai, son ultimatum qu'il avait fixé à Vladimir Poutine de 50 jours à 10 ou 12 maximum pour mettre fin à la guerre. On l'écoute. On aurait pu arriver à un accord avec le président Poutine. On croyait avoir tout réglé. Et puis, à la dernière minute, le président Poutine, tout d'un coup, commence à balancer des fusées sur Kiev ou dans des hôpitaux ou que sais-je. Vous avez des cadavres partout dans les rues. Et là, je me dis, c'est pas comme ça qu'on procède. Bon, écoutez, on verra ce qui se passera. Je suis très déçu. Je lui avais donné 50 jours pour réfléchir. Je vais réduire ça parce que je connais déjà la réponse. De son côté, Kiev se félicite de cette preuve de fermeté de la part du président américain. Paul Gogo, vous êtes le correspondant de BFM TV à Saint-Pétersbourg. Est-ce que cette nouvelle déclaration de Trump sur la réduction du délai peut mettre la pression sur Vladimir Poutine ? Eh bien, pour l'instant, pas de réaction de la part du Kremlin, mais une chose est certaine, une partie du fonctionnement de la légitimité de Vladimir Poutine est liée au fait qu'il explique aux Russes et qu'il prouve aux Russes au quotidien qu'il sait résister aux pressions. On imagine donc mal une pression venant de Washington pouvant avoir de l'effet sur le président russe, qui par ailleurs, par sa propagande, par ses ministres, fait passer le message au quotidien qu'il est prêt et que la Russie serait prête à faire face à toutes sortes de sanctions. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a effectivement eu ces 50 jours annoncés par Donald Trump d'une façon très maladroite vue du Kremlin, parce que le Kremlin considère que la clé du conflit ne se trouve pas à Moscou, mais se trouve en Ukraine, aux États-Unis et même depuis quelque temps, selon les propos du Kremlin, en Europe. Europe qui soutient
très massivement l'Ukraine. Et donc il y a cette idée à Moscou que de toute façon, eux ne pourraient rien faire, que c'est vraiment aux Américains de mettre la pression sur les Européens et les Ukrainiens. Alors ça, c'est évidemment la rhétorique de Vladimir Poutine. Ensuite, il y a eu des propos aujourd'hui de Donald Trump qui consistaient aussi à dire qu'il n'attaquerait pas les Russes, la population russe, par des sanctions économiques. Il y aura donc certainement un temps qui sera pris pour Vladimir Poutine pour analyser la situation, pour comprendre quel est le vrai risque. Mais en tout cas, le président russe, lui, compte bien utiliser cet été, cette période, cette saison de la guerre pour continuer son offensive en Ukraine, continuer sa guerre en Ukraine, quelles que soient les pressions qui puissent venir de Russie, des États-Unis, ou d'ailleurs. Merci Paul Gauguin, en direct de Saint-Pétersbourg pour BFM TV. On en vient à cette autre actualité, cette fois-ci qui concerne le commerce extérieur. C'est un jour sombre que celui où une alliance de peuples libres rassemblés pour affirmer leurs valeurs et défendre leurs intérêts se résout à la soumission. La réaction de François Bayrou aujourd'hui à l'accord commercial conclu hier en Écosse entre l'Europe et les États-Unis. Et les termes de l'accord, les voici. 15% de taxes sur les exportations de l'essentiel des produits européens vers les États-Unis contre 30% annoncés. Un engagement européen à acheter pour 750 milliards de dollars d'hydrocarbures aux États-Unis et à investir 600 milliards de dollars sur le sol américain. Marie Roux est dans la Marne, à Vitry-en-Berthois pour BFM TV, où la filière vin et spiritueux reste en revanche dans le flou. Comment réagit-on à ses côtés? On l'écoute. Eh bien écoutez, les exploitants en Champagne sont de nouveau dans l'incertitude après ce nouvel accord entre les États-Unis et l'Union européenne. Les produits européens devraient donc être taxés de 15%, ceux qui sont bien exportés aux États-Unis. C'est moins que ce qui était prévu au départ. Donald Trump menaçait de taxer les produits européens de 30%. Mais 15%, c'est déjà beaucoup, notamment pour certains secteurs comme la filière des vins et des spiritueux. On est avec Antoine Chevalier, vous êtes exploitant en Champagne. Vous, 15%, c'est déjà trop ? Oui, 15% c'est clairement trop. Ça bloque beaucoup de choses. Ça nous oblige à revoir toutes nos exportations, puisque il y a certains partenaires qui n'acceptent pas ces 15%, d'autres qui souhaitent suspendre les commandes. Donc c'est pas annulé, mais simplement reporté, en espérant qu'il y ait des faveurs pour la filière vin et spiritueux. C'est une année très floue et incertaine pour votre filière ? Oui, clairement, c'est vraiment une période d'incertitude. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Est-ce qu'on va exporter aux États-Unis? Est-ce qu'on ne va pas exporter aux États-Unis? Où replacer les commandes? Enfin, c'est vraiment un problème pour la filière, oui. Merci beaucoup Antoine, vous l'aurez compris, une année incertaine, assez floue pour les exploitants en Champagne, même si les Européens voulaient au départ que la filière des vins et des spiritueux soit totalement exemptée de taxes. Pour l'instant, cela reste flou dans ce nouvel accord, rien d'officiel, des discussions devraient reprendre dans les prochains jours sur ce sujet. Marie Roux avec Louis Gagnepin dans la Marne. On parle de cet accord en plateau avec notre invité Alexander Nikolic. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes député européen et porte-parole du Rassemblement national. L'accord est un fiasco politique, économique et moral. C'est ce que dénonce Marine Le Pen. Jordan Bardella parle de reddition commerciale d'Ursula von der Leyen. Le deal, selon vous, est largement déséquilibré? Mais qu'est-ce qu'on y gagne? On a aujourd'hui des produits qui vont être exportés, des produits français, européens, qui vont être exportés à 15% de manière générale, à part quelques exceptions. Et en échange, il n'y aura aucune taxe sur les produits que la France et l'Europe vont importer. On voit d'ailleurs que d'autres pays, quand ils ont négocié, ils sont rentrés dans ce rapport de force. On a vu la Chine ou même le Royaume-Uni pour essayer de se faire respecter. Nous, on a eu peur de ces 30%, donc on s'estime satisfait de la part de Mme von der Leyen ou du PPE par exemple, en disant on a réussi à baisser 15%, et même pour ça, on va payer. C'est-à-dire qu'on va acheter pour 750 milliards d'énergie américaine. On voit d'ailleurs à quel point c'est hallucinant de se dire qu'on met en place des Green Deal en Europe qui pénalisent l'industrie européenne, l'agriculture européenne. Il y avait par exemple ETS 1, donc des taxes carbone sur l'industrie européenne qui pénalisent notre industrie. On passe maintenant à ETS 2 qui a pénalisé les automobilistes, surtout pour essayer de moins émettre de gaz à effet de serre. Et on va acheter du gaz de schiste américain qui pollue largement et qui est une des énergies qui émet le plus de gaz à effet de serre. Vous voyez l'aberration et à quel point on a aujourd'hui une Union européenne qui ne se fait pas respecter alors qu'on est un marché de 450
50 millions d'habitants, alors qu'on a des grands cerveaux, qu'on a la capacité de réindustrialiser, cet de produire. échec que vous... Mais c'est à l'image de ce que fait toujours l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on s'affaiblit systématiquement sur tous les secteurs, que c'est surtout idéologique, qu'il n'y a aucune volonté de puissance, et que Madame von der Leyen, sa seule préoccupation, c'était de se dire, sur l'énergie automobile, il faut baisser de 25%, c'était ce qu'avait mis en place Donald Trump, à 15% justement, les importations de l'automobile allemande. C'est ce qu'elle avait fait d'ailleurs sur le Mercosur aussi. Et on peut se demander à quel moment la France se fait respecter, parce que nous, on n'y gagne rien. Autant peut-être que l'industrie allemande s'estime peut-être gagnante. C'est d'ailleurs le président du PPE qui s'estime aussi gagnant. Mais on avait vu dans l'accord du Mercosur, où notre agriculture était encore pénalisée avec cet accord avec l'Amérique du Sud, que la France, qui avait dit on ne veut pas de cet accord, s'était pas fait respecter. Madame von der Leyen est allée là-bas pour le signer. Et de la même manière, là, nos intérêts ne sont pas défendus. Comment il va falloir remettre en cause justement la politique de Madame von der Leyen et de l'Union européenne. C'est ce qu'on dénonce nous depuis des années. Mais nous, notre seule réponse, ce que fait la France, c'est toujours de donner plus d'argent pour se faire de moins en moins respecter. On voit bien qu'il y a un problème. Et ceux qui ont élu Madame von der Leyen, je pense aux Verts, au PS, à la Macronie, à LR, qui ont élu Madame von der Leyen, doivent assumer les conséquences de ce choix. Mais eux aussi contestent le résultat de ce ils contestent maintenant la politique qu'elle mène après l'avoir fait élire, après avoir refusé la motion de censure d'il y a quelques semaines que nous avons signée pour dire qu'on devait censurer Madame von der Leyen parce qu'on ne peut plus continuer comme ça sur l'affaiblissement général de l'Union européenne. Et dans l'immédiat, que se passe-t-il? Jordan Bardella demande un sursaut de fierté nationale à Emmanuel Macron, c'est possible? De se faire respecter, par exemple, on est un des rares pays, 7 pays qui sont contributeurs nets, c'est-à-dire qu'on donne plus d'argent que ce qu'on reçoit, qu'on finance l'Union européenne. Et bien justement, il faut absolument qu'on joue avec ça, justement, qu'on fasse peser auprès de l'Union européenne nos intérêts et qu'ensuite on négocie en sortant certaines filières, justement, des accords de négociation internationale de l'Union européenne. Je pense notamment à l'agriculture, parce qu'on doit défendre notre agriculture. Vous savez, on était 2e pays exportateur en 2000, on est aujourd'hui 6e, on est en passe de passer 7e. On voit un écroulement de certaines filières françaises qui ne sont pas défendues. Justement, il va Donc ça tient à l'incarnation de la personne qui doit aller défendre ce type de dossier, selon vous? Mais aujourd'hui, il faut que la France, aujourd'hui on n'est pas au pouvoir, j'espère que très vite on le sera justement pour défendre les intérêts français, mais ceux qui le sont assument et ce que je disais, se fasse respecter en essayant de rentrer dans ce rapport de force à la fois financier, à la fois diplomatique, des échanges qu'on peut avoir, que Emmanuel Macron peut avoir auprès de von der Leyen. Il ne peut pas se plaindre des décisions de Madame von der Leyen comme M. Bayrou le fait et ensuite la soutenir. Vous voyez bien qu'il y a une incohérence. Nous, on a toujours été cohérents et on appelle à cette Europe puissance depuis des années et on déplore que ce qu'on propose depuis des années n'est pas pris en compte sur la manière dont on produit d'énergie, les manières dont on négocie les accords internationaux qui ne vont jamais dans notre sens, à quel point on doit sortir certaines filières de ces accords internationaux. Bref, sur tous les points... Vous voyez quand même une force dans l'Union européenne. On n'a pas toujours entendu ce type de discours du côté de l'Union européenne peut être une force si on décide que ce doit être une force avec un grand marché qui peut nous permettre aujourd'hui d'être souverains. Vous savez pourquoi on a signé aussi ces accords, pourquoi Mme von der Leyen signe cet accord avec 15% de droits de douane, en se disant on ne va pas rajouter parce qu'elle aurait pu dire nous on va faire une mesure de coercition comme l'ont fait les Chinois, je vous disais, ou les Anglais, en disant on va mettre en place une taxe comparable à 15%. Mais elle a peur de l'inflation. Mais peut-être que c'était l'occasion justement de se dire qu'on va réindustrialiser, produire. À quel point c'est un aveu de faiblesse. Elle estime qu'on ne peut plus exister en tant que continent qui produit, en tant que continent qui arrive à être souverain dans toutes les filières. Et quand on a un tel marché, on devrait l'être. C'était ce que devait être l'Union européenne et c'est ce qu'elle doit être dans l'avenir. Merci beaucoup, Alexandre Nicolic, d'avoir réagi à cet accord conclu entre l'Union européenne et les États-Unis. Au moins 3 morts et toujours 2 disparus. C'est le bilan provisoire encore de l'incendie qui s'est déclaré au petit matin dans un gîte accueillant des adultes en situation de handicap à Montmoreau, en Charente. La ministre chargée de l'autonomie et du handicap est attendue sur place dans les prochaines minutes. Tiffany Santini, Corentin Guistaud, Théo Bassilana et Pierre-Olivier Dantan. L'alerte a été donnée à 4h30 cette nuit. Les pompiers sont intervenus en moins de 20 minutes. À leur arrivée, ils constatent un feu au stade déjà très avancé dans cet ancien corps de ferme transformé en gîte. Les flammes ont été dévastatrices. L'incendie a fait au moins 3 morts. 2 personnes sont toujours portées disparues. Le dispositif est montré très rapidement à plus de 80 sapeurs-pompiers et 24 véhicules. Mais le feu était déjà très avancé. Et le sinistre a brûlé 300 mètres carrés d'un bâtiment de 700 mètres carrés. 4 personnes ont aussi été blessées. Parmi elles, le propriétaire des lieux,
Avec sa femme qui fait partie des victimes, ils accueillaient 8 personnes en situation de handicap, accompagnées de leurs 4 encadrants. Ce gîte avait été visité par les services de l'État il y a 2 ans et avait reçu un avis favorable. Il y avait les détecteurs de fumée, les extincteurs incendie, les couvertures anti-feu. Donc au moment du contrôle il y a 2 ans, tout était aux normes. À ce stade, l'hypothèse privilégiée reste la piste accidentelle. Le feu est désormais éteint. Une enquête de flagrance a été ouverte par le parquet d'Angoulême. Et on en parle avec vous, Alexandra Gonzalez, bonjour. Chef adjointe du service police-justice de BFM TV, on l'a entendu dans ce reportage, c'est donc la piste accidentelle qui est pour le moment privilégiée. Oui, avec l'hypothèse d'un problème électrique selon nos informations, mais pour l'instant, nous n'en sommes qu'au début des investigations. Cette piste devra être confirmée par les expertises qui vont avoir lieu. Il y a déjà eu des constatations menées ce matin par les techniciens en identification criminelle et l'Institut de recherche de la gendarmerie scientifique va reprendre la main également cet après-midi pour mener de plus amples constatations sur place et venir confirmer cette piste de l'accident incendie donc survenu en pleine nuit, on le rappelle, à 14h du matin, qui a pris de court toutes les personnes qui se trouvaient dans ce gîte. Et ce nouveau drame, Alexandra, il n'est pas sans rappeler celui survenu il y a un peu moins de 2 ans. C'était près de Colmar. Où en est ce dossier? Oui, souvenez-vous, nous sommes le 9 août 2023 à Witzenheim, dans un gîte qui accueillait là aussi des vacanciers qui étaient en situation de handicap. 11 personnes avaient été tuées dans cet incendie dramatique, 10 vacanciers et un accompagnant. Le dossier est toujours en cours, l'enquête est toujours en cours. Et là, pour le coup, le gîte ne respectait pas les normes de sécurité. À ce stade, pour l'instant, il y a une personne mise en examen qui pourrait donc être jugée un jour. Il s'agit de la propriétaire du gîte. Merci beaucoup, Alexandra Gonzalez, pour ce point de situation. On rappelle que la situation est encore évolutive, puisque des personnes sont toujours recherchées dans les décombres. Denis Renaud, bonjour. Vous êtes le président de l'association AIEM, Association d'information et d'entraide Mosellane. Vous avez perdu justement, vous, 4 personnes handicapées dans l'incendie dont on vient de parler à Witzenheim en août 2023. On imagine qu'aujourd'hui, votre émotion elle est réveillée par ce qui se passe, par ce drame aujourd'hui survenu dans cette autre commune. Oui, bien sûr, bonjour. Effectivement, c'est une émotion. Je voudrais présenter vraiment toutes mes sincères condoléances et comprendre la peine des familles, des résidents, de tous ceux qui vont avoir à encadrer les personnes qui ont réussi à se sauver, mais aussi encadrer les familles qui ont perdu un proche. Ça réveille évidemment 2 ans après énormément d'émotions. Ce qui me navre dans cette histoire, bien sûr, c'est un accident. Bien sûr, les conditions seront peut-être différentes parce que les règles ont été respectées. Mais finalement, on avait dit plus jamais ça, et plus jamais ça, ça arrive de nouveau 2 ans plus tard. Il faut peut-être revoir la législation des séjours adaptés. L'ancienne ministre nous avait promis de revoir cette législation. Rien n'avait été fait. Il semble que la nouvelle ministre, Madame Parmentier-Leclerc, avait l'intention de revoir ça, avait l'intention de travailler sur cette législation. Je pense qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse à un accueil différent pour ces séjours adaptés, pour ces personnes en situation de handicap mental. Justement, Denis Renaud, rien n'a changé depuis 2003 ? Depuis 2023, rien n'a changé. La ministre précédente nous avait promis une liste des séjours contrôlés, une liste des gîtes, une liste de beaucoup de choses. Rien n'avait été fait, rien n'est sorti. Simplement, maintenant, depuis l'arrivée de Madame Parmentier-Leclerc, il semble que les choses bougent un peu. Il y a un travail qui est fait, mais moi, je ne peux pas entendre qu'il y ait une législation pour les gîtes de moins de 12 personnes ou plus de 12 personnes. Quand vous êtes dans une voiture, que vous ayez 1 personne ou 4 personnes, c'est la même législation. Quand vous accueillez des gens en situation de handicap, qui est 12 personnes, 13 personnes, 11 personnes, c'est pas du tout la même façon. Il doit y avoir une législation particulière. On ne doit pas rentrer dans une considération technique ou mercantile. Il faut que la sécurité elle soit assurée à 100%. Dans nos associations, c'est 365 jours par an qu'on est sur la sécurité des résidents. C'est 365 jours par an qu'on rend des comptes. Et là, on laisse partir nos enfants dans des séjours qui doivent être des séjours de vacances, des séjours de répit. Et finalement, le drame arrive. Denis Renaud, aujourd'hui, vous attendez toujours un procès?
Alors on attend toujours le procès, l'instruction est en cours, les investigations continuent, c'est un dossier lourd, c'est un dossier complexe. Il y a beaucoup de parties prenantes dans cette histoire. La justice suit son cours et on a toute confiance en la justice. On n'est pas à 3 mois près, on n'est pas à 6 mois près, du moment que les responsabilités soient engagées et puis que derrière ça fasse bouger les choses et qu'on fasse évoluer cette législation. Merci beaucoup Denis Renaud d'avoir été notre invité sur BFM TV après ce drame survenu ce matin. On y reviendra évidemment un petit peu plus tard. Au Moyen-Orient, nouvelle alerte de l'OMS sur les taux alarmants de malnutrition à Gaza. Un nouvel appel alors que la distribution de l'aide humanitaire a repris hier grâce à la mise en place d'une pause tactique par Israël. Et cette annonce surprise de Donald Trump aujourd'hui, la mise en place de centres de distribution alimentaire à Gaza. Nos envoyés spéciaux sur place, Clémence Dibou et Joao Alencar, ont pu assister aux premières livraisons. Ce que l'on peut constater ici au point de passage de Kerem Shalom, ce sont ces camions humanitaires qui viennent d'arriver côté israélien pour être contrôlés par l'armée israélienne. Ce sont des colis alimentaires qui viennent notamment, si on peut voir sur les étiquettes, des Émirats Arabes Unis. Une fois qu'ils auront été contrôlés par l'armée israélienne, ils pourront donc passer dans l'enclave palestinienne juste de l'autre côté. Hier, ce sont 150 camions qui ont pu passer dans Gaza. Aujourd'hui, ce serait environ 180 camions en préparation. À cela s'ajoutent les largages de colis alimentaires organisés notamment par l'armée israélienne. Une trentaine de lots alimentaires qui ont été distribués hier sur la bande de Gaza. Autorisation faite par Israël également pour des largages humanitaires par des pays tiers comme par exemple la Jordanie ou les Émirats Arabes Unis. Tout cela reste évidemment insuffisant au regard de la situation dramatique des plus de 2 millions de Gazaouis. On a pu s'entretenir avec une travailleuse humanitaire dans le nord de la bande de Gaza, à Gaza City. Elle nous disait que ce n'est pas, vu la situation critique, ce n'était pas forcément quelques camions qui feraient la différence dans les prochains jours, mais on sent une reprise légère d'activité ici à Kerem Shalom. Sur le plan diplomatique, à présent, une conférence de 2 jours sur Gaza se tient cet après-midi au siège new-yorkais de l'ONU. Réunion co-présidée par la France et l'Arabie saoudite en présence uniquement des ministres. Objectif pour la France, en tout cas, et notre ministre présent sur place, convaincre l'ensemble des membres présents d'une solution à 2 États pour arriver à la paix. Et c'est aujourd'hui que Donald Trump, toujours en Écosse, rencontre le Premier ministre britannique, Keir Starmer. 2 sujets brûlants à l'ordre du jour. Laura Calmus, vous êtes notre correspondante au Royaume-Uni, actuellement en Écosse. Et l'un des sujets de discussion aujourd'hui, c'est bien sûr la situation à Gaza. Donald Trump juge qu'un cessez-le-feu est possible. Est-ce que c'est de bon augure pour cette rencontre ? Bien, en tout cas, on a l'impression, les 2 hommes sont toujours en train de parler devant les caméras avec Donald Trump qui a accueilli au son de la cornemuse, donc une ambiance détendue au départ. Le Premier ministre britannique Keir Starmer à l'entrée de son golf à Turnberry au sud-ouest de l'Écosse, comme vous l'avez dit, qui se trouve juste derrière moi. Et comme vous l'avez dit, les 2 hommes ont très vite été interpellés par les journalistes qui ont demandé des comptes, notamment sur la situation à Gaza, avec Keir Starmer qui a qualifié la situation d'absolue catastrophe humanitaire. Il a expliqué qu'il fallait absolument un cessez-le-feu et une augmentation de l'aide humanitaire. De son côté, Donald Trump a expliqué qu'il était possible qu'un cessez-le-feu se passe possiblement. On ne sait pas encore comment il va mettre en place, mais il a également dit que le Hamas était en train de garder les derniers otages comme des boucliers humains. Il a également dit qu'il a demandé à Israël de changer d'approche tout en promettant que les États-Unis allaient augmenter leur aide humanitaire. Alors il y a eu aussi un autre sujet sur la table, celui de l'Ukraine. Donald Trump a fait preuve de fermeté. Il a expliqué qu'il allait réduire le temps de 50 jours donné au président russe Vladimir Poutine. Laura Calmus, il y a cet autre sujet également au menu entre les 2 hommes aujourd'hui, les droits de douane. Au lendemain de la négociation entre l'Europe et les États-Unis, l'objectif pour Keir Starmer, c'est donc de sécuriser une baisse des taux aussi pour son pays.
Exactement, il y a eu déjà un premier accord qui a été signé au mois de mai entre le Royaume-Uni et les États-Unis. 10% pour la plupart des produits britanniques qui arrivent sur le sol américain. Mais il y a le problème de l'acier. L'acier qui est un secteur très important ici au Royaume-Uni, qui a des droits de douane élevés, 25%. Alors c'est moins qu'en Europe qui est de 50%, mais exactement les deux hommes et notamment Keir Starmer aimeraient tenter de trouver une solution pour abaisser ces droits de douane. Alors on le sait, les deux hommes s'entendent bien et ce que dit la presse ici, c'est que Keir Starmer a l'art de savoir discuter et convaincre le président américain. Merci beaucoup Laura Calmu, notre correspondante en Écosse. Tout de suite, notre rendez-vous, c'est les vacances. Et pour ceux qui ne sont pas adeptes de faire la crêpe sur la plage, eh bien, on vous propose une activité vacances plus sportive. Direction un lac de Savoie pour tester le téléski nautique. Sensation et jolie cascade garantie. Louis Gagnepin avec Alizé Boissin. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Un lac niché, au cœur des montagnes. Un décor de carte postale, parfait pour essayer le téléski nautique. Essayez souvent. Et oui, ça ne marche pas à tous les coups. Au départ, Xavier, l'un des encadrants, donne les indications. Pour partir, tu vas rester dans cette position, toujours avec les bras tendus. Il y a plusieurs départs aussi à essayer avant de y arriver. Ici, quasiment 1 kilomètre de câbles électriques tendus entre 5 pylônes tractent les amateurs de glisse. Pour 1 heure de sensation, comptez 24 €, matériel inclus. Léna est un peu anxieuse, c'est sa première fois. Quand on voit les autres partir, ça fait un peu de pression, ouais. Pour débuter, elle a choisi une approche plus stable. Le kneeboard, à genoux sur la planche. Ça fait mal au bras et je me suis pris la planche dans le nez. Mais très cool. On va dire c'est instinctif, on est comme ça, on a juste à attendre et à rester gainé. Sur le ski, il y a déjà plus de choses à faire, il faut tendre les bras, il faut se lever. Et le wake, c'est encore un petit peu plus dur. Allez, à notre tour, ski au pied. On relève le défi. Bon, pour moi, le ski nautique à 27 km/h, c'est pas gagné. Allez, place aux pros. En fin d'après-midi, la vitesse du câble accélère. Le lac devient alors une scène. Et les skieurs des acrobates. Celui qui vole sur l'eau, c'est Rémi, près de 20 ans de pratique. Son conseil ? Faut tomber. Tenter et retenter et retenter. Lui fait le show et nous, on espère revenir un jour, avec un peu plus de style. C'était votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Et tout de suite, la météo des plages. La météo des plages avec ruducommerce.fr. High-tech, livres, jeux, bricolage, tous les produits de l'été sont sur ruducommerce.fr. Regardez la météo avec entrediscount.com. Yes! Entrediscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. C'est la météo avec Écran, une routine solaire exclusive qui protège votre peau avant et la répare après avec Viteox 80. Écran, bien plus qu'une protection. Et comme chaque jour, on part ensemble évidemment sur nos plages. Alors clairement, les prochaines 24 heures ne seront pas les plus belles pour profiter du bord de Manche. Voilà, entrée d'une petite perturbation avec quelques gouttes de pluie vers la cité corsaire ou encore Fécamp, jusqu'à 20 degrés quand même pour les plus courageux. Dans l'eau, sur l'arc atlantique, beaucoup de nuages aussi, de temps en temps quelques ondées, un ciel assez couvert, une température de l'océan très élevée, 24 degrés pour Royan, 23 degrés à Saint-Jean-de-Luz. En revanche, en Méditerranée, où le vent souffle depuis plusieurs journées, oui, c'est la dégringolade. Parfois, on a du mal à atteindre les 15 à 16 degrés sur certaines plages. La température de l'eau qui reste en revanche très élevée vers la façade orientale de la Corse. À Aléria, 27 degrés pour les baigneurs ce mardi. C'était la météo des plages avec ruducommerce.fr. High-tech, livres, jeux, bricolage, tous les produits de l'été sont sur ruducommerce.fr. C'était la météo avec entrediscount.com. Yes! Entrediscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. C'était la météo avec Écran, une routine solaire exclusive qui protège votre peau avant et la répare après avec Viteox 80. Écran, bien plus qu'une protection. Avec les portes blindées Torchman Metal. Votre sécurité en toute sérénité.
Les amis, j'ai fait Comme J'aime il y a 7 ans et j'ai perdu 10 kilos et surtout, je ne les ai jamais repris. Comme J'aime, ça marche pour tout le monde. Angélique, 36 ans de Cournon d'Auvergne, conseillère financière, a perdu 7 kilos en 1 mois et demi. Benjamin, 51 ans de Nantes, travaille dans le transport routier de marchandises, a perdu 28 kilos en 10 mois. Sandrine, 52 ans, qui habite Paris, contrôleur de gestion, a perdu 21 kilos en 1 an. Alors, pour perdre du poids, à partir de 3,92 € par repas. Rendez-vous maintenant sur comej'aime.fr. Comej'aime.fr, c'est important.fr. United Credit. En ce moment, profitez d'un prêt de 10 000 € au taux exceptionnel à partir de 4,5%. United Credit, enfin un crédit fait pour You. Ça va ? Laisse pas ton problème de pare-brise devenir une prise de tête. Va direct sur carglass.fr, mets bien le .fr et c'est réglé. Carglass répare, Carglass remplace. Des hôtels et des destinations d'exception jusqu'à moins 70%. Voyage privé, l'évasion commence ici. Interesting. Coincé dans un anglais d'enfant? Progresser en anglais avec des leçons basées sur la vie réelle. Si vous êtes jeune conducteur, résilié, sinistré ou malucé, il est presque impossible de trouver une assurance. Heureusement, depuis plus de 20 ans, AssurePeople.com est là et sera toujours là pour vous. Rendez-vous sur AssurePeople.com pour assurer tout de suite votre voiture. Vous voyez ce tout petit caillou? Il peut faire sur votre pare-brise une énorme fissure et un gros stress à gérer. Pas avec Carglass, parce qu'on le gère facilement. Avec Carglass.fr, c'est facile. 3 minutes pour prendre rendez-vous et rapide, parce qu'on a le plus grand stock Carglass de vitrage d'Europe. Avec ou sans option, on a le pare-brise dont vous avez besoin. Prêt à être remplacé directement sur votre voiture. Et c'est déjà réglé, comme si rien ne s'était passé. Et en ce moment, Carglass vous offre des balais d'essuie-glace. Alors, prenez rendez-vous sur Carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Il est 16h sur BFM TV, on est ensemble et en direct jusqu'à 18h pour votre après-midi info. À la une, je donne 10 à 12 jours à Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Depuis l'Écosse, Donald Trump a annoncé envisager réduire son ultimatum de fin de guerre, initialement fixé à 50 jours. Trump fait preuve de fermeté en annonçant un nouvel ultimatum à Poutine, se réjouit Kiev. On y revient avec Thierry Arnaud dans ce journal. Le ministre des Affaires étrangères français attendu à la tribune de l'ONU ce lundi. Alors que la situation est toujours dramatique dans la bande de Gaza sur le plan humanitaire, Jean-Noël Barrot défendra la mise en place de la solution à 2 États. Prise de parole à suivre sur BFM TV. Un jour sombre pour l'Europe. Réaction du Premier ministre François Bayrou après l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis qui prévoit de taxer à 15% la plupart des biens échangés. Les voix s'élèvent dans la classe politique pour dénoncer ce deal commercial. Et puis le terrible bilan de cet incendie survenu cette nuit à Montmoreau en Charente. La propriétaire d'un gîte qui accueillait des adultes handicapés et 2 vacanciers sont décédés. 2 autres personnes sont toujours recherchées. On retrouvera nos envoyés spéciaux sur place dans un instant. Donald Trump durcit le ton sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Depuis l'Écosse où il rencontre aujourd'hui le Premier ministre britannique, le président américain a évoqué l'ultimatum qu'il a fixé à Vladimir Poutine. Déçu, il envisage de réduire son délai de 50 à une dizaine de jours. Écoutez. Je fixe une nouvelle date limite d'environ 10 à 12 jours à partir d'aujourd'hui. Il n'y a aucune raison d'attendre. Nous ne voyons aucun progrès. Il semblait, disons, à 3 reprises qu'on allait avoir un cessez-le-feu et peut-être la paix. Alors on a fait ce qu'on avait à faire pour que ça arrive. Et tout d'un coup, des missiles volent sur Kiev et d'autres endroits. Le 14 juillet, Thierry Arnaud, on en parle avec vous, Donald Trump avait donc donné cet ultimatum de 50 jours au président russe pour mettre fin à la guerre en Ukraine, sous peine de sanctions, des sanctions sévères. Quelles conséquences ça peut avoir sur cette relation entre la Russie, l'Ukraine, les États-Unis, cette réduction de délai ?
Alors la première conclusion qu'il faut tirer des propos de Donald Trump, c'est que comme toujours, il ne faut jamais en tirer de conclusion définitive parce que ça peut changer. On vient d'en avoir la preuve. C'était 50 jours, maintenant ça va être une vingtaine de jours. Le nouvel ultimatum, si on parle de 10 à 12 jours à partir d'aujourd'hui, ça veut dire que c'est quelque part autour du 7 au 9 août. Et rappelons la menace qu'avait brandie le président américain. Il s'agissait effectivement de sanctions importantes, mais de sanctions indirectes. L'idée, c'était de punir ceux qui achetaient du pétrole à la Russie. Pourquoi ? Parce que les exportations de pétrole russe qui continuent malgré l'embargo sont l'une des principales sources de financement du budget russe aujourd'hui et le principal moyen de contourner les sanctions économiques très fortes qui ont été imposées par la Russie. On considère que la Russie arrive à engranger à peu près 15 milliards de dollars par mois en continuant d'exporter son pétrole, parfois de manière illicite. Donc l'idée, c'est d'aller taper, si vous me permettez l'expression, ceux qui achètent le pétrole russe, et en particulier l'Inde et la Chine, qui, à eux deux, ces deux pays représentent à peu près 70% de ces achats. Donc la question qui est posée, au-delà de la fermeté affichée aujourd'hui par le président américain, c'est de savoir s'il acceptera d'aller au bout de cette logique, et donc d'aller effectivement rentrer non seulement vers des sanctions envers la Russie, mais aussi de punir indirectement ceux qui achètent aujourd'hui, qui sont la Chine et l'Inde. Mais s'il va au bout de cette conviction, et on a bien compris maintenant depuis plusieurs semaines qu'il y a de l'agacement chez lui, la conviction qu'il a acquise progressivement qu'il n'y avait aucune sincérité dans les propos que tient Vladimir Poutine lorsqu'il prétend qu'il est prêt à faire la paix, s'il va au bout de ces sanctions, pour les raisons que je vous donnais, et les chiffres sont importants, ce sont effectivement des sanctions qui peuvent faire mal à la Russie. Et Poutine, quel effet ça peut avoir sur lui, cette annonce ? Si on s'en tient au passé et à la manière dont le président russe a accueilli les sanctions jusqu'à présent, aucun effet. Et à l'inverse, on peut même redouter que les frappes soient encore plus importantes au cours des prochaines semaines, ne serait-ce que pour montrer à la face du monde et au président américain en particulier que la Russie n'est pas prête à céder quoi que ce soit. Parce que c'est ça, au fond, ce que l'on constate depuis le début du conflit et à l'occasion de chacune des réunions qui ont eu lieu entre les Ukrainiens, les Russes, parfois avec des intermédiaires, notamment des délégations américaines. Jamais la Russie n'a reculé d'un pouce sur ses revendications et sur les conditions qu'elle exige pour faire la paix, c'est-à-dire une absolue capitulation de l'Ukraine. Affaire à suivre, donc merci beaucoup Thierry. Arnaud, à 16h04, on en vient à présent à cette question des droits de douane et cette déclaration, un jour sombre pour l'Europe qui se résout à la soumission, c'est celle du Premier ministre français François Bayrou au lendemain donc, de cet accord commercial qui a été conclu hier entre l'Union européenne et les États-Unis. Et les produits européens exportés aux États-Unis seront taxés à 15%. Depuis l'annonce, les réactions se multiplient. Certains redoutent de fortes conséquences pour l'économie européenne. Pierre Desmith. Une poignée de main sous les applaudissements. Les deux parties ont finalement trouvé un accord, à l'issue qui semble favorable pour Donald Trump, dominant dans cet exercice de négociation. Des sourires affichés, mais des réactions plus mitigées, notamment à Matignon, qui regrette une preuve de faiblesse de l'Union européenne. Accord von der Leyen-Trump, c'est un jour sombre que celui où une alliance de peuples libres, rassemblés pour affirmer leurs valeurs et défendre leurs intérêts, se résout à la soumission. Un compromis globalement dénoncé par la classe politique française. La chef de file du Rassemblement national s'en prend à l'accord de principe, qui selon elle s'apparente à une capitulation de la souveraineté française. L'accord commercial conclu par Ursula von der Leyen avec Donald Trump est un fiasco politique, économique et moral. Un accord inégal qui ne profitera qu'à une certaine cible, selon ce politologue spécialiste des États-Unis. Les grandes entreprises vont s'en sortir et les gens qui ont de l'argent aux États-Unis vont s'en sortir, même si on ajoute une petite taxe sur les berlines allemandes ou sur les spiritueux ou sur les grands vins, disons. Bien, on sait que les consommateurs américains qui sont friands de ces biens, bien, ils ont un certain pouvoir d'achat. En plus des 15% de taxes douanières, l'Union européenne s'est engagée à acheter 750 milliards de dollars d'énergie américaine et à investir 600 milliards de dollars supplémentaires sur le sol américain. Anthony Lebos, journaliste politique BFM TV, est avec nous. On sent que la France donc, durcit le ton face à cet accord qui ne le satisfait pas. C'est des réactions qui sont assez plurielles là-dessus. Oui, et d'ailleurs la France plaidait pour une réaction plus ferme, un rapport de force plus dur avec les États-Unis pour ces négociations. Écoutons d'ailleurs Laurent Saint-Martin, le ministre du Commerce extérieur, qui s'exprimait ce matin et qui dénonce un accord déséquilibré. Cette guerre tarifaire, ces augmentations de droits de douane, n'a
aucun intérêt pour personne. Ça va réenchérir les produits, ça va pénaliser nos entreprises européennes, ça va créer de l'inflation aux États-Unis et du ralentissement et de la récession pour tout le monde. Et donc, cet effet-là, il sera aussi au détriment des États-Unis. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'avec cet accord, enfin, on sort de l'ornière et on donne de la visibilité à nos entreprises. Est-ce que cet accord est équilibré? Non. Pour être très clair là-dessus, cet accord n'est pas équilibré. Et donc, il va nous falloir continuer à travailler, notamment sur la partie service. Est-ce que l'Union européenne est une force? Si on veut que la réponse soit oui, alors la messe ne doit pas être dite hier. L'état de fait n'est pas satisfaisant, écrit aussi Benjamin Haddad, le ministre de l'Europe, membre du même gouvernement. Nous devons en tirer vite les conséquences ou risquer l'effacement. À court terme, il faut se battre pour continuer de rechercher l'équilibre commercial avec les États-Unis, écrit le ministre, qui évoque aussi dans son message, il dit ceci, l'activation de l'instrument anti-coercition européen doit y remédier. Alors qu'est-ce que c'est cet instrument? C'est un mécanisme juridique qui a été adopté il y a 2 ans par le Conseil européen, à l'origine pour lutter contre la prédation économique de la Chine. La France plaide, selon ce tweet, pour l'utiliser contre la prédation économique des États-Unis. Et en fait, ce mécanisme-là permettrait d'exclure du marché public européen les entreprises américaines, et c'est décrit par certains diplomates comme étant un bazooka économique. Et c'est toute la classe politique qui réagit, avec des critiques aussi du côté de l'opposition. Oui, Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, qui dit ceci, tout a été cédé à Trump, avec le droit de changer les règles du jeu établies en 75 ans de relations bilatérales. Réaction aussi du Rassemblement national, avec Jordan Bardella, le président du parti. Ursula von der Leyen a accepté la reddition commerciale de l'Europe au détriment de nos exportateurs, agriculteurs et industriels. Le président du RN qui parle d'un accord de la honte. C'est le tweet de François Bayrou aussi qui a fait beaucoup réagir, le Premier ministre qui évoquait un jour sombre et l'Europe qui se soumettait à une soumission. Réaction d'Olivier Faure, le patron du Parti socialiste, qui dit ceci, il y a des tweets qui résonnent comme des aveux d'impuissance. Un Premier ministre de la France ne se contente pas de pleurnicher sur X. Réaction également de Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise. La France doit refuser, dit-il, cette capitulation plutôt que de se comporter comme une bande de commentateurs sans influence. Merci beaucoup pour ces précisions, sur toutes ces réactions donc, de la classe politique face à cet accord commercial entre l'Europe et les États-Unis. Bonjour Marc-Alain Sproux, vous êtes président de Degraines, cette entreprise bien connue d'art de la table. Vos produits sont essentiellement faits en métal, vous allez nous le décrire, en acier, en inox. Vous, quels sont les taux qui concernent votre filière ? Bonjour, alors donc nous on fabrique majoritairement des produits en inox et en porcelaine. Sur la partie inox, il y a des subtilités. Tout ce qui est couvert va être taxé à hauteur de 15%, soit 10% de plus qu'avant les nouveaux tarifs. Et une partie de la plâtrerie, elle, sera taxée à 25% parce que c'est gaz.